Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que l'on peut décrire l'état d'une particule par une fonction d'onde. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est l'équation qui régit l'évolution dans le temps de l'état d'un système et donc de la fonction d'onde. Pour cela, revenons au cas le plus simple possible, celui de la particule libre, et écrivons sa fonction d'onde explicitement. On sait que la représentation mathématique d'une onde plane monochromatique est donnée par cette exponentielle complexe. Mais on sait aussi que l'énergie et l'impulsion d'une particule sont respectivement proportionnelles à la fréquence et au vecteur d'onde, comme nous l'indiquent les équations de Planck-Einstein. En utilisant ces relations, on peut réécrire ainsi l'exponentielle complexe. Or, en utilisant le principe de superposition, nous pouvons écrire une fonction d'onde comme la somme de plusieurs ondes planes. Si l'on prend une somme d'ondes planes continue, ou autrement dit un paquet d'ondes, nous pouvons écrire la fonction d'onde ainsi, où le domaine d'intégration correspond à tout l'espace R3 et la fonction f de p est une fonction dite enveloppe. Nous remarquons au passage que si l'on avait pris comme fonction d'onde une seule onde plane, celle-ci n'aurait pas été de module carré normalisable, d'où la nécessité de prendre un paquet d'ondes. Bien évidemment, la fonction f de p doit être telle que le module carré de psi de r et t soit normalisable, c'est-à-dire tel que cette intégrale soit égale à 1, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Calculons maintenant la dérivée de la fonction d'onde par rapport au temps. On remarque ici que la seule dépendance explicite du temps est dans l'exponentielle, donc ce premier passage est banal. Ici, on remarquera que par hypothèse, la particule est libre, ce qui implique que son énergie est purement cinétique. En remplaçant l'expression de l'énergie ici, on peut écrire facilement ce deuxième passage également. Donc, la dérivée par rapport au temps est égale à cette expression. Or, tout en gardant en tête cette expression de la dérivée par rapport au temps, nous allons maintenant calculer le gradient de la fonction d'onde qui s'effectue simplement par une dérivation de la fonction d'onde par rapport aux trois coordonnées cartésiennes x, y et z, et calculons ensuite le Laplacien de la fonction d'onde. Si l'on compare maintenant l'expression de la dérivée par rapport au temps et le Laplacien, on voit bien que ces deux termes sont égaux à un facteur IH bar sur 2m près. Nous pouvons donc rassembler ces deux équations et écrire cette nouvelle équation différentielle qui nous donne l'évolution dans le temps de la fonction d'onde d'une particule libre. Nous remarquons qu'il s'agit d'une équation linéaire, ce qui est en accord avec le principe de superposition. De plus, il s'agit bien d'une équation du premier ordre par rapport au temps. Donc, si l'on connaît l'état du système à l'instant initial, on peut connaître l'état du système à tout instant de temps ultérieur. Donc, je répète, cette équation permet de connaître l'évolution temporelle du système si l'on connaît l'état initial, bien entendu. Regardons plus en détail le terme de droite de cette équation différentielle. En sachant que h bar a les dimensions d'une action, c'est-à-dire d'une énergie multipliée en temps, on remarque que l'opérateur moins h bar carré sur 2m fois le Laplacien a les dimensions d'une énergie. Vu que la particule est libre, elle possède uniquement une énergie cinétique, donc cet opérateur différentiel représente l'énergie cinétique. On commence ici à voir quelque chose d'important. Et c'est qu'en physique quantique, on fait correspondre à l'énergie du système un opérateur, qui dans ce cas est l'opérateur énergie cinétique. Par analogie, si la particule est soumise à une énergie potentielle V de R et T, on peut ajouter à l'opérateur énergie cinétique l'énergie potentielle. Vu qu'il ne s'agit que d'opérateurs linéaires, nous pouvons aussi réécrire le terme de droite de la façon suivante. Or, l'opérateur entre parenthèses est la somme de l'opérateur énergie cinétique et l'opérateur énergie potentielle, et représente donc l'énergie totale du système, c'est-à-dire le hamiltonien du système, comme nous l'avons vu au chapitre 2 sur la mécanique analytique. Il est donc naturel de l'appeler opérateur hamiltonien. Nous indiquerons l'opérateur hamiltonien par la lettre grande H. Cette définition est un point clé de la physique quantique. En effet, l'écriture de l'opérateur hamiltonien est toujours le point de départ dans la résolution de tout problème de physique quantique. En ayant défini l'opérateur hamiltonien, nous pouvons réécrire l'équation différentielle sur une forme plus compacte. Cette équation est connue sous le nom d'équation de Schrödinger, en l'honneur du scientifique qui l'a énoncée.
Or, l'ensemble de ces remarques nous amène à formuler le deuxième postulat de la physique quantique qui dit qu'à tout instant t, la fonction d'onde satisfait cette équation aux dérivées partielles connue sous le nom d'équation de Schrödinger. C'est cette équation aux dérivées partielles qui régit donc l'évolution dans le temps de la fonction d'onde d'une particule de masse m finie soumise à une énergie potentielle. L'équation de Schrödinger est l'équation maîtresse de la physique quantique. Elle est parfaitement en accord avec l'expérience. C'est cette équation qui régit l'évolution dans le temps d'un système quantique. Par ailleurs, il est important d'insister encore une fois sur le fait que cette équation est linéaire, conformément au principe de superposition. En effet, le principe de superposition doit être respecté à tout instant de temps, et pour cela, l'équation régissant la dynamique doit être linéaire. Donc, si l'on connaît l'état de la particule à l'instant initial, l'équation de Schrödinger permet de connaître l'état de la particule à tout autre instant de temps ultérieur. Il est intéressant de remarquer que l'énergie totale du système gouverne son évolution dans le temps, comme pour les équations de Hamilton que nous avons vues au deuxième chapitre sur la mécanique analytique. Il est aussi important de remarquer que l'équation de Schrödinger est compatible avec la conservation de la norme, c'est-à-dire que l'évolution dans le temps de la fonction d'onde est telle que la fonction d'onde reste toujours normalisée à chaque instant de temps. Or, cela est indispensable pour notre interprétation du module carré de la fonction d'onde comme densité de probabilité spatiale, car la probabilité totale doit toujours valoir 1, et ceci à tout instant de temps t. Pour le voir, plaçons-nous dans le cas simple d'un problème à une dimension. Nous avons déjà vu que l'intégrale sur tout l'espace du module carré de la fonction d'onde doit valoir 1. Cela doit rester vrai à tout instant de temps t, ce qui veut donc dire que la dérivée par rapport au temps de cette intégrale doit être égale à 0. Vérifions si c'est le cas. La dérivée par rapport au temps de cette expression s'écrit ainsi. À partir de l'équation de Schrödinger et de sa complexe conjuguée, nous pouvons remplacer l'expression de d rond psi sur d rond t et de d rond psi étoile sur d rond t, ce qui nous donne cette expression où ces deux termes se compensent. Ici, nous pouvons effectuer une intégration par partie et on peut supposer que la fonction d'onde et sa complexe conjuguée s'annulent à l'infini afin d'être de modules carrés sommables. Donc, ces deux termes sont égaux à 0. Les deux termes restants se compensent et donc cette expression est égale à 0. Donc, l'équation de Schrödinger respecte tout à fait la conservation de la norme.